En Inde aussi, on a une très très forte croissance maintenant. Ça fait encore x2 chaque année sur des volumes qui sont déjà très importants. Ce qu'on remarque en Inde, c'est typiquement, alors les routes sont pas les mêmes qu'en Europe, typiquement, et on remarque que les trajets qui sont faits, par contre, sont à peu près de la même durée en temps. Mais c'est pas du tout le même nombre de kilomètres, parce qu'en fait, en 3 heures en Inde, tu fais pas la même distance qu'en 3 heures en France, parce que les routes sont pas dans le même état. Et donc on s'est rendu compte que voilà, on découvre certaines métriques du principe. Sur du longue distance, oui, les trajets de 3 heures, 4 heures, c'est bien, quoi. C'est pratique à faire en voiture. Et donc, voilà, en Inde, ça va représenter 150-200 km, et puis en France, plutôt autour de 300, quoi. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial qui va nous faire un peu sortir du format habituel de votre podcast. Nous avons en effet la chance de recevoir un entrepreneur hors pair, un homme qui prouve que les startups françaises savent sortir de l'hexagone et conquérir le monde pour devenir de véritables multinationales. Alors pas de blabla, ou si peut-être beaucoup de blabla pour accueillir Frédéric Mazella. Désolé Frédéric pour ce petit jeu de mots bien facile, j'espère que tu me le pardonneras. Je suis en tout cas ravi de recevoir l'homme par qui le covoiturage s'est largement démocratisé, en France et dans le reste du monde d'ailleurs. Bien sûr, nous allons revenir sur cet incroyable succès qu'est Blablacar, mais nous allons aussi nous intéresser à tous les autres projets de Frédéric, de son émission Les Pionniers sur BFM, en passant par son rôle dans celle d'M6, qui veut être mon associé, le fait qu'il soit coprésident de France Digital, ou encore son rôle d'investisseur, jusqu'à Captain Cause, sa dernière entreprise, dont la mission est de créer un nouveau pont entre les entreprises d'un côté et les projets à impact de l'autre. Bref, l'idée est de faire du parcours hors norme de mon invité une histoire qui soit source d'inspiration pour nous tous. Mais avant de commencer, Frédéric, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Je suis entrepreneur. Je pense que ce qui me définit le mieux, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai enfin compris ça. J'aime bien créer des choses qui n'existent pas. Et j'aime bien le faire bien. Donc, mettre tout le travail au service d'une vision, d'une envie. Donc voilà, dans ma vie, j'ai beaucoup fait de maths, d'informatique, mais aussi beaucoup de musique. Voilà, j'étais au conservatoire en piano. Je m'y remets d'ailleurs pas mal à la musique en ce moment. Et voilà, donc c'est un petit peu. C'est ce qui caractérise le mot entrepreneur. T'es un scientifique? Au départ, ouais. Disons que scientifique au sens où j'aime bien prouver des choses. J'aime bien quand au final il n'y a plus de discussion possible, c'est-à-dire que les maths ou je dis plus les maths que la physique, mais la physique aussi, mais permettent d'arriver à une conclusion qui est certaine. Quand on est certain du point de départ, on est certain du point d'arrivée, quand on a pris les bonnes hypothèses. Et puis voilà, ouais, non, j'adore la physique parce que ça apprend en plus de la précision, justement, le complément qui est l'approximation. C'est-à-dire qu'en physique, on passe son temps à essayer de déterminer quels vont être les facteurs qui vraiment influent sur le résultat final.
plus qu'en maths où il faut vraiment avoir une précision totale. En physique, on approxime, et ça c'est bien aussi parce que c'est un peu plus la vraie vie. Dans la vraie vie, justement, il y a des profils comme le tien, ingénieur, avec un cerveau qui a une façon de fonctionner qui est souvent propre aux scientifiques. Dans quelle mesure tu as trouvé chez tes associés, ces différents associés, un complément à la façon avec laquelle tu réfléchis, puisque souvent on peut avoir une façon de faire, de voir différente. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus littéraire que scientifique. Je suis très très nul scientifique. En revanche, je sais ce que les profils comme le tien peuvent m'apporter. Et je crois qu'il y a une forme de complémentarité. T'as trouvé ça assez rapidement? T'as été conscient de ça? Oui, enfin disons que je m'entends bien avec les personnes qui sont très techniques. Parce que justement je vais m'y intéresser à la matière. Je vais pas juste m'arrêter sur une description très très haut niveau du sujet. Je vais essayer de rentrer dedans, essayer de comprendre comment ça marche. Enfin, en gros, je pense la ligne directrice pour moi ça a tout le temps été d'essayer de comprendre comment ça marche. Quand j'étais plus petit, je démontais tous les appareils qui passaient devant moi et parfois j'arrivais à les remonter, parfois j'y arrivais pas, mais je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait dedans, je voulais comprendre comment ça marche. Donc ça c'est une approche assez pragmatique au final d'essayer de comprendre comment tout fonctionne autour de nous, mais en même temps ça permet de discuter avec des gens qui ont cette approche là également, mais ça permet aussi parfois justement de donner toute sa confiance à quelqu'un dont on sait qu'il a le même amour, j'ai envie de dire, pour la compréhension de la chose. La compréhension de la chose technique, et donc ça permet d'avoir plusieurs domaines sur lesquels on se concentre en même temps, en étant extrêmement bien entouré par des personnes qui sont suffisamment précises pour aller jusqu'au bout du projet. Et justement, ceux qui sont différents, c'est difficile ou pas? Alors non, parce que du coup ça c'est plus le côté différent, j'ai envie de dire le côté plutôt créatif, ou le côté vraiment source d'idées totalement nouvelles. Bon, c'est plutôt la musique qui m'a apporté ce côté-là aussi. Je suis prêt à rêver, à remettre les choses en perspective, à changer d'avis, à peu près tout. C'est une souplesse aussi très importante dans les interactions que je peux avoir avec d'autres. Je suis in fine assez, je pense, à l'aise à discuter avec des personnes très très différentes. J'ai une forme de... Je suis un peu un caméléon quand je discute avec les personnes, parce que j'arrive à me projeter dans des mondes assez différents. On va y revenir, parce qu'effectivement, en animant l'émission, les pionniers sur BFM, c'est cette qualité-là que tu dois mettre en avant. Pardon. Oui, parce que là, au niveau des invités, c'est extrêmement varié. Hein. Ça va d'astronautes à artistes, en passant par entrepreneurs, écrivains, philosophes. Voilà, il y a à peu près tout. Là, on va pas refaire toute l'histoire de Blablacar parce que tu l'as déjà raconté 1 milliard de fois. D'ailleurs, j'ai tout écrit dans un bouquin. Dans un bouquin. Alors, tu vas pouvoir... Un bouquin qui s'appelle Mission Blablacar et qui a été qualifié de livre de chevet de l'entrepreneur ou de MBA à 19 €, suivant les sources, au moment de sa parution. MBA à 19 €, c'est pas cher pour un pas bouquin. Cher du tout. Ouais, j'ai payé mon MBA à l'INSEAD un petit peu plus cher que ça. Si tu dois résumer ce que tu as retenu de Blablacar, ou du moins ton livre, ou pitch ton livre, parce que finalement ce sera ça, en quelques mots, puisque j'ai pas envie de t'imposer de revenir sur toute l'histoire de Blablacar, pour me concentrer davantage sur ton actualité, et puis même un peu tous les passages que tu as fait par ailleurs, ce que tu fais chez France Digital, ce que tu as retiré de ton passage dans Qui veut être mon associé, mais je peux pas ignorer quand même Blablacar, qui a été quand même sûr, un énorme... C'est toujours, hein, Non, mais c'est ce qui t'a propulsé, c'est ce que je veux dire. Oui, ouais. Oui, alors moi, je peux parler de tous les sujets. T'as une question plus précise Sur Blablacar, en fait, l'histoire, elle commence avec le fait que tu veuilles aller à Bordeaux en train...
En Vendée, pardon. Ouais, je suis vendéen. Vendéen, plus de place dans le train et tu as été obligé de demander, si je dis pas de bêtises, à ta cousine, ma sœur, ta sœur, voilà, qui venait en voiture. Tu savais qu'il y avait une place possible dedans et vous avez fait le trajet ensemble. C'est ça. Et pendant le trajet, tu as constaté qu'il y avait beaucoup de voitures dans lesquelles il restait des places. Oui, en même temps que quand on prend l'autoroute A10, tu sais, il y a un moment, les TGV nous doublent. Ouais. Donc je vois le TGV passer, puis je dis à ma sœur, tu vois là, le TGV, je suis sûr qu'il n'y a pas de place dedans, parce que j'ai cherché. Enfin, il n'y en avait plus, il n'y avait plus rien, il était complet. Et en même temps, je vois des centaines de voitures vides sur l'autoroute. Je me dis, mais en fait, des places libres pour aller en Vendée, il y en avait plein. Elles étaient simplement pas dans le train, elles étaient dans les voitures. Et je me dis, mais tiens, ça n'existe pas, ça, la possibilité de réserver en ligne. En plus, moi, j'ai fait beaucoup d'informatique, parce que j'ai même fait mes études d'informatique à Stanford, en Californie. Donc, je suis très axé, optimisation, base de données, réseau, enfin, bon, toutes ces choses-là. Et là, le principe même de pouvoir réserver une place libre dans une voiture m'est apparu comme un cas d'école, j'ai envie de dire, évident. Dans lequel l'informatique pouvait avoir un effet complètement démultiplicateur, plus que démultiplicateur d'ailleurs, enfin tout simplement enabler au sens où le disent les Américains, c'est-à-dire qui permet que ça existe, puisque évidemment on peut considérer que toutes les petites places dans les voitures, les places libres sont des objets, des données informatiques, et puis ensuite on les indexe dans un moteur de recherche avec départ arrivée, et puis on les met à disposition sur un réseau connecté, et ça nous permet d'avoir accès à l'information en temps réel. Donc en fait tout était combiné pour que ce réseau-là existe, avec une opportunité dans le monde physique réel, puisque beaucoup, pour pas dire la quasi-totalité des voitures sont vides sur les routes. Les taux d'occupation sont démoralisants. Non, mais c'est bien vrai. Elles sont pas pleines. Il n'y a pas 4 personnes par voiture sur les routes. On est bien loin de ça. On est à 1,7 à peu près en moyenne dans les voitures. Donc, et puis après, si on prend la considération environnementale, ce sont des masses de plus d'une tonne qui sont déplacées par de l'énergie fossile et qui sont quasi vides. Voilà, donc après l'optimisation environnementale, elle vient accompagner le fait d'avoir une opportunité de tout simplement pouvoir se déplacer avec des véhicules qui ont des places libres et qui roulent. Et donc la magie de tout l'assemblage, c'est qu'il y a un modèle économique, puisque tout simplement déplacer une voiture, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce que l'énergie coûte de l'argent. Donc on paye au moins l'essence ou l'électricité. Et on paye aussi après les péages. Enfin, bon, il y a plein de coûts associés au déplacement. De la voiture, voilà. Et donc on a une manière d'aller quelque part faire des coûts partagés entre les personnes qui utilisent un véhicule, et donc mettre en relation des conducteurs et des passagers. Enfin voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, les sous-jacents de la raison pour laquelle un Blablacar devait exister. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné toute l'énergie qu'il fallait pour construire le réseau. C'est que pour moi, c'était une évidence que ce réseau-là devait exister. Juste, il n'existait pas à ce moment-là, parce que personne s'était vraiment attelé à le construire. Comment on fait ? Parce qu'il y a besoin à la fois des conducteurs et des passagers. Qu'est-ce qu'on crée en premier ? Comment on crée les deux ? C'est un peu la vraie question, parce que si tu fais la promotion d'un service où il n'y a pas vraiment de véhicule prêt à prendre des places parce que tu es au début, comment on fait ? Non, mais au début, tu pleures, parce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui propose un trajet Montpellier-Bordeaux demain à 14h30, et puis quelqu'un d'autre qui cherche un Paris-Strasbourg pour après-demain. Et t'as aucune manière de proposer un Montpellier-Bordeaux à quelqu'un qui cherche un Paris-Strasbourg. Non, ça ne marche pas. Donc effectivement, au début, t'as un problème de correspondance qui ne correspond pas, enfin de matching raté entre les offres et les demandes. Et ça dure assez longtemps. Alors, nous, en France, on a réussi à se développer parce qu'il y avait aussi des fois des perturbations de transport assez massives, ça s'appelle les grèves, et donc on était mis en avant à cette période-là. C'était un booster de visibilité qui a permis de créer de la liquidité sur certains axes, justement les axes sur lesquels les trains étaient annulés, avec des conducteurs qui proposaient leur place à des passagers qui n'avaient plus de place. Donc on a réussi à créer une liquidité comme ça, et puis après passer quelque part le mur de la liquidité, enfin le seuil alors techniquement ça s'appelle la liquidité sur une place de marché, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui cherche vient faire une recherche et trouve
ce qu'il est venu chercher. Et ça, il y a des seuils. Et ça, tu le définis comment C'est difficile à calculer. En fait, sur les places de marché, c'est extrêmement difficile à calculer parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Alors, dans les faits, c'est à partir de combien que ça a commencé à devenir liquide ? Nous, on a vu... ça s'est fait plutôt par axe quand même. Ouais. Donc, tu vas avoir des axes qui marchent quand tu commences à avoir... par axe plusieurs dizaines de milliers de personnes qui proposent régulièrement des trajets ou qui cherchent. Tu commences à avoir une petite liquidité. Après, au niveau national, ça veut dire que c'est quand on a passé 1 million d'inscrits qu'on a commencé à avoir une forme de liquidité. Okay. Aujourd'hui, on est à 100 millions d'inscrits sur Blablacar. Et 20 millions, 100 millions qui sont répartis dans le monde. Oui, 20 millions en France, ouais. 20 millions en France. Mais donc du coup, on a une liquidité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va sur Blablacar, on cherche un trajet, on trouve généralement quelqu'un qui fait le même trajet. Ou alors un truc, pour pas trouver, il faut vraiment que ce soit un peu exotique. Ouais, même les trajets exotiques, c'est ça qui fait la force d'ailleurs du modèle, parce que des voitures, il y en a vraiment partout. Donc, et elles vont partout. C'est même la force non seulement du modèle, mais aussi de la voiture, puisque la voiture, c'est le seul moyen de transport qui va partout et à une vitesse assez grande. C'est-à-dire que nos pieds, ils vont partout aussi, mais ils vont un petit peu moins vite. Et qui permet de relier les autres moyens de transport aussi. On peut facilement prendre un train puis un covoiturage, ou prendre un bus et un covoiturage. Enfin, on peut à la fin aller de manière très précise avec une voiture, soit sur les points, les hubs de connexion de transport, les autres, donc le train, l'avion, le bus... et les autres, le métro, et on peut aussi aller dans des endroits extrêmement isolés, au fin fond de la Bretagne pour aller voir sa grand-mère, ou dans une station de ski, ou à la plage, ou au fin fond de la campagne. Donc, et ça relie tous les points dans lesquels on va. En France, on a un réseau de routiers qui est hyper dense. Qui est très bien fait, enfin c'est de notoriété publique, même s'il y en a qui râlent pour les nids de poules. Globalement, c'est bien fait. Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays ? Dans une vingtaine de pays. Dans une vingtaine de pays. Est-ce que finalement, ce que vous avez appris en France, c'est recalqué partout ailleurs ? Est-ce que les configurations potentiellement sont différentes. Par exemple, je pense à l'Allemagne. Le covoit en Allemagne, ça existe depuis très très longtemps. Est-ce que finalement ça a été quelque chose qui vous a permis de rentrer plus facilement sur le marché ou pas ? Je sais qu'il y a des gros pays où vous êtes, comme le Brésil ou l'Inde. Là, il y a des dimensions qui sont encore différentes. Il y a des paramètres différents par pays. Alors effectivement, en Allemagne, ils avaient développé ce qui s'appelait Mitfahrzentrale, qui est la centrale de covoiturage. Ce qu'ils faisaient, eux, c'était un réseau au départ avec des fichiers et des guichets dans les gares où on pouvait venir déclarer qu'on allait faire le même trajet qu'un train d'ailleurs. Et comme des passagers venaient ensuite en gare, ils allaient à ce guichet-là et puis ils demandaient s'il n'y avait pas de billet de train par exemple, ils demandaient s'il y avait quelqu'un qui faisait le trajet en voiture. Donc ça s'est structuré de cette manière-là, de manière assez organique et sur le terrain, et pas très digital. Et justement après, le virage du digital n'avait pas vraiment été pris par l'Allemagne sur le covoiturage. Nous on est arrivé avec une solution beaucoup plus efficace et moderne quand on est rentré en Allemagne, justement pour faire du covoiturage. Et il y avait cette habitude-là héritée d'une structure plus ou moins associative répartie sur tout le territoire. On est arrivé avec un modèle qui était évidemment beaucoup plus accessible, immédiat, moderne, et puis avec des frais bien moindres, parce que justement optimisé grâce au digital. Et donc c'est comme ça qu'on a pu s'étendre en Allemagne. Mais après, d'autres pays, effectivement, tu le mentionnais. Alors, au Brésil, il faut voir une chose, il n'y a pas de train au Brésil. Ça n'existe pas. Donc il y a des avions et des bus et puis des voitures. Donc quand tu arrives avec un système qui permet aux gens de se déplacer, avec un système de réservation en ligne basé sur des voitures qui d'ailleurs vont partout, effectivement c'est un très très grand succès. En Inde, au Brésil, c'est incroyable la croissance qu'on a. Je ne l'ai pas choisi par hasard justement, c'est parce que je sais qu'il y a une croissance qui est très forte. Très très forte. En Inde aussi, on a une très très forte croissance maintenant. Ça fait encore x2 chaque année sur des volumes qui sont déjà très importants. Comment ça se développe et en Inde, c'est différent. Ce qu'on remarque en Inde, c'est typiquement... Alors, les routes ne sont pas les mêmes qu'en Europe, typiquement. Et on remarque que les trajets qui sont faits, par contre, sont à peu près de la même durée en temps.
mais c'est pas du tout le même nombre de kilomètres parce qu'en fait en 3 heures en Inde tu fais pas la même distance qu'en 3 heures en France parce que les routes sont pas dans le même état et donc on s'est rendu compte que voilà on découvre certaines métriques du principe. Sur du longue distance, oui, les trajets de 3 heures, 4 heures, c'est bien, quoi. C'est pratique à faire en voiture. Et donc, voilà, en Inde, ça va représenter 150-200 km, et puis en France, plutôt autour de 300, quoi. Comment tu réajustes le business model, puisque en France, le conducteur est rémunéré par c'est pas grave, sur la distance. C'est-à-dire, plus le trajet est long, plus la rémunération est forte. Oui, là c'est pareil, mais tu dépends des coûts. Ouais. Tu dépends des coûts sur le terrain, enfin, tu vois, de tous les coûts d'essence, de péage, enfin voilà, c'est aussi une place de marché dans laquelle les conducteurs proposent leur prix et puis les passagers viennent acheter les places. Après, il y a certaines limites, mais on est en général très en dessous, même partout en dessous. C'est les limites de barème fiscal kilométrique où en fait, faut pas le dépasser parce que si tu le dépasses, tu rentres dans une zone de bénéfice et à ce moment-là, c'est plus la même activité, c'est plus du covoiturage. Mais en dessous de cette zone-là. Et en général, le covoiturage, il est entre 5 et 10 fois moins cher que le barème fiscal. Donc on a largement de la marge, on n'est jamais dans une zone de bénéfice. Mais à part ça, voilà, c'est une place de marché où les conducteurs et les passagers vont pouvoir s'arranger avec les prix proposés par les conducteurs et les passagers qui les achètent. Pour finir sur Blablacar, 2 petites questions, mais l'avant-dernière sur l'Inde toujours. Pourquoi je parle de l'Inde ? Puisque c'est un pays qui est immense, avec 1,5 milliard d'habitants. Comment se fait le développement ? Est-ce que c'est un peu partout ou alors il y a une concentration autour des grandes villes, des grands axes ? Comment ça se développe ? Il y a quelques axes, mais les axes vont être sur des distances très longues. Donc il y a aussi, c'est des villes qui sont parfois extrêmement étalées. Faut quand même se rendre compte, en Inde, il y a 65 villes de plus d'1 million d'habitants. Voilà, je crois qu'en France, on en a 2. Ouais, si on prend les agglos, il y a Paris, Marseille, Lyon, Lille. Ouais, Lille, c'est plus d'1 million. Ouais, je pense que ça doit être 1 million l'agglo. Ouais, l'agglo, ouais. Voilà, il y en a 65 en Inde. Il y a aussi, j'adore les statistiques sur l'Inde parce que c'est tout le temps incroyable. Le plus petit opérateur téléphonique a 200 millions d'abonnés. Il y a quasiment 500 aéroports qui peuvent poser un Boeing. Les stats sur l'Inde sont toujours incroyables. Et effectivement, c'est presque 1,5 milliard de personnes. Donc oui, il y a des choses très différentes. Après, le principe reste le même. Ça rencontre un succès incroyable parce que justement, ça permet tout simplement de faire des économies. Et c'est un moyen convivial de se déplacer qui en plus peut aller de n'importe quel point à n'importe quel point. On voit que le modèle il fonctionne là-bas aussi. La liquidité là-bas, comment tu l'atteins ? Est-ce que c'est justement par région pour avoir cette liquidité par région ? Parce que pour l'avoir à l'échelle globale du pays, c'est un bon exemple parce que là on est à un stade là en Inde où vraiment ça se développe tout seul. C'est-à-dire tout seul, on travaille, mais il y a un bouche à oreille phénoménal autour de Blablacar en Inde. Et je te dis, ça fait x2 chaque année parce qu'il y a plein d'axes maintenant qui marchent. Le principe, c'est d'avoir quelques axes qui marchent au départ. Quand tu as des axes qui marchent, tu as de bouche à oreille qui se déclenche. Parce que les gens se disent, ah, ça marche. Et puis alors après, très vite, je dis, tiens, ça marche sur ce trajet-là. Est-ce que ça marche sur cet autre trajet-là ? Et là, donc, par capillarité, dans les régions, tu arrives à te développer parce qu'il y a un bouche à oreille extrêmement positif autour du fait que la solution fonctionne. Oui, donc tu n'as pas tellement de coûts d'acquisition élevés. Après, non, parce que c'est heureusement, parce que sinon, je ne sais pas économiquement comment on ferait pour tenir le modèle. Qu'est-ce qui explique ? Parce qu'il faut voir qu'on est quand même sur des trajets extrêmement peu chers et puis des commissions qui en même temps pour quelque part financer toute l'ingénierie qu'il y a derrière qui sont elles-mêmes peu chères aussi. Qu'est-ce qui explique selon toi finalement le succès mondial de Blablacar ? Il y a de la concurrence, mais je pense pas qu'il y ait un autre acteur de la taille équivalente à Blablacar. On est leader et puis on est leader dans tous les pays dans lesquels on est. Ouais. C'est parce que vous avez travaillé dès le départ sur votre marché domestique une solution aboutie avant de la déployer. Qu'est-ce qui fait ? Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Premièrement, déjà, on a eu une attention incroyable sur la qualité du produit, la rapidité, son efficacité, et puis sur le service client. Et aussi la rationalité du service client à apporter, c'est-à-dire en étant extrêmement efficace. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a su se financer assez rapidement et de manière assez conséquente. Tu vois, Blablacar a levé
quasiment 600 millions d'euros en tout sur sa croissance. Donc on a su financer cette expansion-là, et ça c'est important aussi quand on a un concept qui peut devenir mondial, de réussir à le financer, donc aller voir les bons investisseurs qui vont soutenir cette vision-là, y compris en global et international. Voilà, et puis ensuite après il y a le modèle lui-même qui est, on en a parlé tout à l'heure, une place de marché, ce qu'on appelle place de marché C2C, donc consumer to consumer, et ça on a parlé des effets de liquidité, des effets de seuil qui sont très très difficiles à atteindre, et une fois qu'on les a atteints, il y a une forme de barrière à l'entrée qui fait que n'importe quel acteur qui veut se lancer va avoir du mal, parce que justement si sur une même géographie tu as une place de marché qui a toute la liquidité et une nouvelle place de marché qui arrive et qui veut se lancer mais qui n'a pas la liquidité de la place de marché d'à côté, bah, pour elle c'est 10 fois plus dur d'atteindre cette liquidité, parce que les gens vont dire attends, ouais je veux faire du covoiturage, mais il y a un service qui marche et un service qui marche pas. Et puis le service qui marche pas, il a beaucoup de mal à arriver à avoir une liquidité équivalente. Mais c'est le principe des places de marché, c'est-à-dire que dans un village tu as une place de marché. Si tu commences à faire 2, 3, 4, 5 places de marché, tu n'as plus de marché en fait. Parce que les vendeurs vont plus trouver leurs acheteurs, et réciproquement. Ouais, c'est une bonne comparaison. Merci Frédéric pour ce long laïus quand même sur Blablacar. La suite de tes activités, ou la continuité de tes activités, elle est entre autres passée par des actions TV. J'ai cité l'émission d'M6 qui veut être mon associé. Comment t'as été amené à être contacté? Comment ça s'est passé? C'est quoi ce que t'as retenu? Ils m'ont contacté, ouais, enfin, tu vois, c'est possible de me contacter. Hein. J'ai un téléphone, j'ai un mail. Donc, oui, la pub était très accessible, hein, parce que quand je t'ai contacté, c'était après une intervention à un salon, et t'es quelqu'un, et c'est très appréciable, qui répond aux questions quand on vient de voir. Ouais, donc voilà, c'était au moment du lancement, il voulait faire ce qui existe maintenant bien, qui veut être mon associé, avec l'idée de mettre en avant l'entrepreneuriat en prime time, donc ça m'a plu tout de suite, parce que pour plein de raisons, je pense que l'entrepreneuriat est d'une part une très bonne manière, je veux dire pour la société en général, d'innover, donc il faut faire en sorte qu'il y ait des gens qui aient envie, oui, de mouiller la chemise et de passer 90 heures par semaine à créer des projets dans lesquels ils croient, et à créer des choses nouvelles pour faire avancer la société, donc ça c'est très important, et mettre en avant cet esprit-là d'innovation et de travail, je pense que c'est important, et le mettre en avant en prime time, je trouve ça très bien, plutôt que tu vois d'autres programmes qui n'apportent pas forcément d'énergie quand on les regarde, en tout cas d'énergie créatrice. Donc ça, j'ai trouvé l'idée excellente. Je me suis dit que le fait que j'y participe pourrait aussi aider à montrer que même des grands projets comme Blablacar, eh bien, sont créés par des gens normaux, tu vois, avec tout simplement leur énergie et puis deux bras, deux jambes, et puis on est parti, quoi. Et donc je pense que ça donne une proximité qui fait qu'on peut se projeter, et ensuite on peut avoir envie de faire la même chose. Et moi, si le fait de faire partie de cette émission-là peut générer 10, 20, 30, 100 Blablacar derrière, je suis très content. Enfin, tu vois, que ça donne l'envie à des gens d'aller faire des choses comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'y suis allé dès la première saison. Qu'est-ce que tu as découvert, en fait, parce que c'était pour toi la première fois que tu faisais réellement une émission de télé? Ouais. C'est l'envers du décor, qu'est-ce que tu as découvert? Alors c'est très très pro, c'est une grande machine, c'est beaucoup de gens qui travaillent sur le tournage, enfin ça c'est ce qu'on s'attend des grandes productions, hein. Ensuite il y a le côté où tu vois, on va tourner 3 quarts d'heure, 1 heure avec une start-up, avec chaque entreprise, chaque start-up qui vient pitcher. Alors c'est des tournages qui durent toute une journée, ça se passe sur une dizaine d'heures, et puis donc on voit 8-10 sociétés dans la journée. Et par contre au montage après on ne voit que 1 quart d'heure à peu près par société, donc ça c'est un petit côté frustrant, parce qu'il y a plein de choses évidemment qui se sont passées, qui sont intéressantes, qu'on n'a pas pu qu'on peut pas montrer à l'écran parce qu'il faut aller un petit peu plus vite. Voilà, après ce que j'en ai tiré moi-même, ouais, c'est que je suis toujours aussi passionné par les entrepreneurs, hein, voilà, je pense que c'est ma source d'énergie quotidienne, de voir des gens motivés. J'espère moi-même justement transmettre cette forme de motivation qui donne de l'énergie. Voilà, c'est toujours généralement
c'est quand même toujours boostant de rencontrer un entrepreneur parce que c'est quelqu'un qui a une énergie quasi infatigable et qui alors ça peut être fatigant justement parfois, mais en tout cas ça généralement donne envie de faire pareil, c'est contagieux. Donc moi quand je rencontre des entrepreneurs ça me nourrit. Voilà, j'ai aussi compris que je suis probablement un peu plus à l'aise dans le costume de coach que dans celui d'investisseur. Parce que dans cette émission-là, quand on est dans le jury, on fait un petit peu les deux, tu vois, on fait un petit peu de coaching, c'est-à-dire on va dire attention, parce que là, t'es parti sur cette voie-là, mais mon expérience me montre que généralement, quand on part par là, il y a un mur pas loin, donc je te conseille plutôt de prendre à droite ou à gauche. Voilà, donc il y a un petit peu de coaching, mais il y a aussi le côté investissement, tu vois. Ouais. Qui est peut-être moi je suis plus entrepreneur qu'investisseur. Okay. Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça qu'avec l'émission Les Pionniers que j'ai sur BFM Business, là je suis beaucoup plus je pense proche de ce qui te correspond, de ce qui me correspond. Ouais. Mais justement, parle-nous un peu de cette émission. Comment t'en es venu à la monter, à l'animer et c'est quoi cette ligne éditoriale ? De la même manière, tu vois, je dois être trop accessible. J'ai mon téléphone qui a sonné et puis le directeur de la chaîne qui m'a appelé, qui m'a dit est-ce que ça vous intéresse de faire une émission Alors au départ, l'idée c'était de faire une émission entre entrepreneurs, c'est-à-dire faire des entretiens où je vais questionner des entrepreneurs, mais comme je suis pas journaliste, ça crée forcément une intimité un peu différente, une relation différente entre avec l'invité. Ouais. Et puis je me suis dit tiens, c'est une bonne occasion pour aussi aller élargir vers l'exploration de profils de personnes que je rencontre pas dans mon quotidien. C'est-à-dire que moi je rencontre des entrepreneurs évidemment beaucoup, mais je pense que l'esprit d'entrepreneuriat ou l'esprit pionnier justement il est beaucoup plus répandu que simplement les gens qui créent des boîtes. Donc j'ai voulu aller chercher, aller élargir. Donc c'est pour ça que dans les pionniers aujourd'hui je reçois des profils mais incroyablement variés. Ça va d'astronautes à écrivains en passant par aventuriers. Après je peux citer des noms, tu vois, mais ou des entrepreneurs aussi quand même. J'ai reçu beaucoup, mais voilà, ça aide à ouvrir des choses ou des philosophes ou où j'ai reçu Esther Duflo l'autre jour, prix Nobel d'économie. Tu vois, c'est des gens que je vais pas forcément pouvoir fréquenter dans mon quotidien. Et là, je vais avoir l'opportunité de creuser un peu leur parcours, de voir ce qui les motive, de comprendre leur manière de fonctionner, leurs apprentissages, d'essayer de tirer le maximum pour que quand on les écoute sur l'émission. Qui dure combien de temps l'émission ? Elle dure. Alors le tête-à-tête, il dure. Alors parce qu'il y a deux parties de l'émission. Il y a le tête-à-tête qui dure à peu près une demi-heure, et puis ensuite je reçois des startups qui viennent pitcher. Et là, on est justement dans du coaching, c'est-à-dire qu'il y a deux startups qui viennent pitcher et on passe 10-12 minutes ensemble à regarder le pitch, essayer de l'améliorer, parler du business, parler des produits, du marché, enfin là, tout ce qui est amélioré. Et dans la première partie, alors, ouais, ça va de Claudie Aigneret à Marc Lévy, Didier Bourdon, Plantul, Louche, Francky Zapata qui a traversé la Manche sur son skateboard volant là, à 170 km/h en 20 minutes, des gens qui font des trucs incroyables, ou Ty Chris qui a sauté de la Tour Eiffel en roller, je reçois des gens vraiment très très variés, ou Renaud Capuçon, le grand violoniste. Voilà, tu sais, comment tu les choisis, tes invités ? C'est comme tout le monde, je pense, je vois un petit peu les gens passer quoi, dans l'univers de communication qui existe. Et j'essaie de me plonger dans ce qui fait que cette personne-là en est arrivée là. Tu vois, comment ça se fait que Renaud Capuçon, voilà, c'est un des meilleurs violonistes du monde. C'est parti d'où quoi ? À quel moment il s'est dit tiens, c'est ça que je veux faire ? Ou comment Francky Zapata qui traverse la Manche s'est dit tiens, ça va être une bonne idée de monter sur un skateboard volant et de traverser, de faire France-Angleterre en 20 minutes. Voilà, d'où ça vient. Donc je vais aller chercher l'histoire, les motivations, les apprentissages de ces gens-là sur leur parcours. Et c'est passionnant. Je découvre des vies, donc et comme je les vois passer, après je cherche les moyens de les contacter. Alors c'est pas toujours facile, mais donc je me débrouille avec le réseau que j'ai. J'appelle des gens, je dis tu connais pas machin, tu connais pas truc. Ouais, je pense que j'essaie de remonter la corde à nœud. Comment tu les prépares tes émissions ? T'as une équipe qui t'accompagne ? Ouais, alors j'ai des journalistes de BFM qui m'aident à préparer l'émission pour bien brosser les portraits. Après, je fais en général 1 heure d'entretien préalable avec la personne pour bien essayer d'extraire
extraire les choses qui me paraissent les plus intéressantes et pertinentes par rapport au contexte de l'émission. Et voilà, ça prend un certain temps. Quand ils ont écrit un bouquin, je lis leur bouquin. Quand ils ont quand il y a d'autres informations qui existent sur eux, sur les réseaux, que ce soit dans les médias, je lis à peu près tout ce que je trouve pour avoir bien le contexte de la personne. Ce qui fait qu'en entretien, ça se passe beaucoup mieux parce que je connais très bien la personne que j'ai en face de moi. Quand j'ai lu son bouquin ou quand j'ai lu tout ce qui a été raconté sur elle, je peux, si tu veux, rebondir sur des petites anecdotes, mais aller chercher autre chose justement et pas répéter toujours les mêmes choses. C'est ça qui est intéressant aussi, d'aller chercher ce que des gens n'ont pas dit. Alors moi, je leur pose des questions qui vont être un petit peu plus sur leur mode de fonctionnement et vraiment sur leurs émotions. Tu vois, je demande à Claudie Agnuret ce qu'elle pense quand elle redécolle dans la fusée Soyouz au Kazakhstan pour aller sur la station, sur l'ISS, et que voilà, elle décolle avec sa petite fille qui a 2 ans qui reste sur Terre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu décolles comme ça, tu t'assois sur 400 tonnes d'explosifs pour aller rejoindre un satellite à 400 km d'altitude et à 28 000 km/h, et que tu viens d'accoucher. Ouais, non, effectivement, c'est des histoires incroyables. On a parlé en introduction aussi de ton rôle chez France Digital. Tu peux nous pitcher France Digital et ton rôle plus particulièrement, parce que tu es coprésident. Il y a une répartition des rôles. Oui, tout à fait. Alors, déjà, la raison d'être de France Digital, qui avait été cofondée par une douzaine de personnes, mais notamment, dont je faisais partie d'ailleurs, mais c'était surtout Marie Eklund qui avait poussé ça au début, qui est une investisseur hors pair. La raison d'être, c'est de synthétiser et aider les décideurs, notamment politiques, à prendre les bonnes décisions pour tout l'écosystème technologique. Donc nous, on est en contact avec... Donc c'est la plus grande association de start-up en Europe aujourd'hui, qui a 2000 start-up membres et puis une centaine d'investisseurs. Elle a la particularité justement d'être bicéphale, c'est-à-dire de mixer une population d'entrepreneurs et une population d'investisseurs, ce qui fait que quand on réfléchit de manière écosystémique à tout ce dont on a besoin pour développer la technologie de manière positive pour les années futures, pour le pays et pour l'humanité, on l'espère, eh bien on a les bonnes sondes pour faire une synthèse, une analyse assez forte. Faut voir que... C'est quoi ? C'est comme un think tank ? Comment on peut le... Alors, c'est une forme de lobbying d'éducation. J'ai découvert justement en faisant ça qu'il y a 2 types de lobbying. Il y a le lobbying, si tu veux, de préservation d'intérêts. Celui-là, il m'intéresse pas trop. Et d'influence. Et il y a le lobbying plutôt d'éducation et d'influence. Il faut voir que dans la tech, dans le digital, tout va très très vite, même pour les gens qui travaillent dedans. Enfin, quand on travaille dedans, on trouve quand même que ça va très 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 très, très vite. Alors quand on travaille pas dedans, juste on se dit mais c'est quoi ce truc ? On est dépassé. On est dépassé très 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 vite. Et donc c'est le cas de tous les gens qui ne sont pas dedans, et notamment des gens qui sont plutôt côté législateur ou régulateur, qui eux sont pas forcément dans la tech. Ils voient la tech, mais ils sont pas forcément dedans. Et donc nous, notre rôle, c'est d'aller quelque part faire une explication de ce qui est en train de se passer, aider à la compréhension et aider à la prise de décision, des bonnes décisions justement, pour que cet écosystème devienne une force et une création de valeur pour le pays, et aussi une manière de faire rayonner la France et nos valeurs à l'international. Donc comment est-ce que technologiquement on a notre mot à dire sur l'échiquier international, ce qui n'est pas facile parce que évidemment c'est un secret pour personne, mais il y a quand même des grosses zones géographiques, à commencer par les Américains et les Chinois, qui ont des atouts technologiques absolument dingues. Et donc nous, la France, qui est quand même un petit pays, mais qui a quand même des très bonnes valeurs, on essaye de faire en sorte qu'elle voit le jour et qu'elle s'étende un petit peu plus loin aussi que simplement la France, parce qu'on pense qu'elles ont des bonnes choses à apporter à tout le monde. Ton rôle à toi, plus particulièrement chez France Digital, il consiste à faire quoi concrètement ? Alors c'est ces réflexions-là en connexion avec les startups, avec une équipe. Alors il y a une équipe de 24 permanents. Ouais. Et puis il y a un board d'une 20aine de personnes. Et dans le board, il y a 10 entrepreneurs, 10 investisseurs.
Et donc il y a des réflexions au niveau du board. Alors c'est tout bénévole, hein. Enfin on est tous bénévoles. Là c'est que des personnes de l'écosystème qui ont envie de faire avancer le bien commun, j'ai envie de dire. Et donc on est tous à se réunir plusieurs fois par an sur ces réflexions stratégiques-là, en fonction de toutes les antennes dont on peut disposer. Et puis au niveau de l'association, il y a un travail de communication permanent qui est fait avec les startups et aussi d'aide à leur développement, parce qu'il y a plusieurs axes évidemment. On aide les startups à se connecter et les métiers à mieux se connaître. Donc on va faire des journées qu'on appelle les C-Days. Donc ça va être les journées, par exemple, les CMO Days. Donc on réunit tous les Chief Marketing ensemble pour qu'ils se fassent du partage de connaissances. Donc on est quelque part une sorte de catalyseur d'échange de connaissances entre les sociétés. On va faire les CFO Days aussi pour que les directeurs financiers discutent ensemble. On va aider les startups qui sont sur des problématiques nouvelles avec des enjeux légaux ou fiscaux à trouver la bonne manière d'aller discuter avec les décideurs justement, parce que très souvent ce qui se passe c'est que il y a des décisions qui peuvent être prises au niveau régulation qui ne sont pas faites ou n'étaient pas pensées pour les acteurs du digital et qui peuvent être juste une balle perdue pour un acteur du digital qui devait se développer. Donc, enfin, tout le monde pensait qu'il devait se développer, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, mais il y a une régulation qui est tombée sur un domaine connexe et qui fait que cette boîte-là, voilà, il faut aller gérer le cas particulier, ou le cas particulier de cette activité-là qui est nouvelle. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller mettre en avant les nouveautés et les positivités que peuvent apporter les sociétés de la technologie, justement auprès du régulateur pour les prendre en compte et faire en sorte qu'elles puissent se développer. Et finalement, cette prise de parole auprès des régulateurs et législateurs, elle est légitimée par le réseau qu'a l'association. Elle est légitimisée, et puis surtout elle est nourrie par ce réseau. C'est ça. Et donc c'est vrai que l'influence est d'autant plus crédible. Le rôle on ne pourrait pas être hors sol. On est complètement connecté au tissu des startups. Et ça, c'est important, je pense, de le souligner. Qui d'ailleurs, le digital, c'est le plus grand pourvoyeur de nouveaux emplois. Hein. Bien sûr. C'est de très très loin. De très très loin. Ouais. Justement, nouveaux emplois, nouvelles startups, Captain Cause. Oui. Alors. D'ailleurs, on y est. Hein, c'est là où on enregistre. Chez Captain Cause. Ouais. Tu peux je l'ai très très rapidement pitché dans l'intro, mais c'est quoi plus en détail? Alors Captain Cause, c'est, tu l'as dit, un pont entre les entreprises et les projets impact. Donc on a d'un côté des entreprises mécènes qui peuvent allouer des budgets à des projets impact. De l'autre, un catalogue d'associations dans le domaine social et environnemental. Et c'est là la grande nouveauté, on a la plateforme qui permet l'implication des parties prenantes des entreprises mécènes, donc ça va être les collaborateurs ou les clients, dans ce processus de financement au projet impact. Ou client. Collaborateur ou client, oui, ça dépend des cas d'usage. Mais pour faire simple, une entreprise va allouer un budget, alors ça peut être 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 euros, et dire à ses collaborateurs ou à ses clients, la plupart du temps c'est à ses clients, mais eh bien voilà, on a un budget, à vous de l'allouer, de le distribuer à des projets à impact qui vous tiennent à cœur, chacun individuellement. Et donc chacun va pouvoir choisir des projets dans une liste qui sont pris généralement dans notre catalogue avec une centaine d'associations. Et donc ça permet déjà d'aiguiller des fonds vers des projets à impact sur le terrain qui font une action incroyable. Ça permet aussi à l'entreprise de créer un niveau de communication, un canal de communication très différent avec ses parties prenantes de ce qu'elle peut avoir d'habitude, puisque là on n'est plus en train de parler simplement de produits ou de services, on est en train de parler de ce qu'on peut faire de bien ensemble. Donc ça change la nature du discours et ça change la relation entre la marque et ses parties prenantes. Donc ça c'est extrêmement structurant. Et un cas d'usage, typiquement, il y a aussi au moment des fêtes de fin d'année, les entreprises qui veulent offrir des cadeaux soit à leurs partenaires, soit à leurs clients, soit même à leurs collaborateurs, eh bien, peuvent tout simplement offrir ce qu'on appelle des DIFT. Donc on a créé le mot DIFT. Le mot DIFT, c'est don plus gift, ou donation as a gift en anglais. C'est-à-dire que c'est à la fois un don et à la fois un cadeau. C'est un cadeau qu'on peut offrir et qui est un don à une association. Et à ce moment-là, la personne qui reçoit le cadeau peut choisir
L'association. le sens qu'elle souhaite donner à ce don-là en choisissant une association qui peut être une équipe qui va retirer du plastique des océans, une équipe qui va préserver telle ou telle espèce de biodiversité menacée, une équipe qui ramène du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, tout un tas de projets qui sont très très émotionnels. Donc c'est une forme aussi pour nous de ramener l'émotion dans les décisions et dans les impacts, parce qu'on en a énormément besoin aujourd'hui. Alors il y a des statistiques qui sont très très parlantes. Aujourd'hui 93% d'entre nous sommes frustrés de ne pas savoir comment agir face à toutes les problématiques qu'on nous présente tous les jours. Dans toutes les communications, et 90% d'entre nous pensons, quand je dis nous, c'est des sondages de la population française dans l'ensemble, pensons que c'est aux entreprises et aux marques d'agir. Pourquoi ? Parce que les problématiques sont grandes, du changement climatique aux problématiques sociétales qui peuvent en découler, ou non d'ailleurs. Comme ces problèmes sont très grands, on pense que c'est à des très grands acteurs d'agir, et donc on fait un transfert assez naturel et assez rapide en se disant qui est très grand et peut agir face à des grands problèmes. Bon, on pense aux entreprises parce qu'elles-mêmes passent leur temps à nous expliquer qu'elles sont grandes, puissantes et internationales. Donc forcément on se dit tiens, si t'es grand, puissant et international, j'ai un problème pour toi qui est grand, puissant et international aussi, et donc on fait un transfert, et ça permet aux entreprises d'aller agir vers ces projets-là, tout en impliquant et en demandant l'avis justement aux individus qui eux-mêmes ont tous un cœur et de l'émotion, et qui aiguillent donc vers les projets qui leur tiennent à cœur. Est-ce que ça concerne aussi bien le B2C ? Est-ce que une grande marque, je sais pas, Danone, peut finalement utiliser Captain Cause pour rewarder ses consommateurs avec... Alors complètement, aujourd'hui on s'est lancé il y a 18 mois et on a 250 entreprises mécènes. Parmi les cas d'usage qui sont un peu emblématiques et faciles à appréhender, il y a celui d'Accor. Alors Accor, dans son programme All, Accor Live Limitless, qui est son programme de fidélité pour toutes les personnes qui réservent des hôtels un peu partout dans le monde, permet depuis peu à tous ses membres de transformer leurs points de fidélité en dons à des assos. Et alors ça cartonne. Les gens adorent, chacun, on a tous parfois des points de fidélité à droite à gauche dans différents programmes. Et là, on a la possibilité de transformer ces points de fidélité en dons à des assos dans le domaine environnemental, dans le domaine social. Et ça procure un bien fou en fait de le faire, et nous on le voit, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont investis dans des projets à impact de cette manière-là. Donc oui, les grandes marques peuvent tout à fait aller impliquer leurs clients sur ces démarches-là, et c'est extrêmement bénéfique pour elles justement de le faire, parce que ça crée une proximité différente avec leur clientèle, et surtout ça permet de financer des belles actions, de faire des choses positives ensemble, et quelque part d'aller répondre à cette attente de la société, des individus, sur le fait que les entreprises doivent participer aussi au bien commun, et pas seulement s'occuper de faire les meilleurs produits ou les meilleurs services. C'est-à-dire que je pense qu'on a cette époque-là, elle est un petit peu derrière nous. Là, je pense que face aux grandes problématiques qui sont devant nous et qui se dessinent chaque jour de manière un petit peu plus précise, c'est à tout le monde d'agir, et y compris aux entreprises. C'est la forme de responsabilité qui se développe et qui est attendue de la part de toute la population. Donc ici, on a une manière pour les entreprises de vraiment clairement montrer qu'elles s'impliquent et qu'elles font plus que juste un bon produit et un bon service. Il y a des sujets de fiscalité par rapport aux dons. Oui, alors ça dépend des pays, effectivement. En France, oui, les entreprises mécènes qui vont donner de l'argent à des projets impact peuvent défiscaliser 60% de ces montants-là. Donc oui, il y a la fiscalité qui s'applique de la même manière que dans tous les mécanismes de dons. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour Captain Cause ? J'ai envie de dire, au lieu de 250 clients, déjà 2500 et puis 25 000. Donc ça, c'est en train d'arriver. Après, au-delà de ça, on a quand même un concept très international. Donc on a un potentiel à aller grandir à l'international aussi un jour. C'est un concept assez universel.
Donc j'ai envie de dire, ouais, c'est un projet qui a un potentiel à la Blablacar aussi très global et très puissant en mode plateformique, puisque c'est une plateforme qui met en relation les entreprises et les associations avec tous les particuliers dans la boucle, justement pour nous tous, pour aller amener justement le facteur émotion et aiguiller ces fonds-là vers les projets qui nous semblent les plus cruciaux pour l'avenir de l'humanité. Donc les étapes à venir, je pense qu'il y en a beaucoup et qu'elles sont puissantes, grandes et globales et internationales. Oui. C'est quoi le business model ? Alors, c'est un modèle hybride, c'est-à-dire qu'il y a un fonds de dotation qui transfère l'intégralité des dons qui sont donnés par les mécènes vers les associations. Et puis à côté de ça, il y a la plateforme d'implication des clients ou des collaborateurs, qui là est une plateforme SaaS, normale, donc Software as a Service, à laquelle les entreprises vont pouvoir souscrire. Et elles vont payer un abonnement pour pouvoir impliquer tout le monde, justement, dans l'aiguillage de ces fonds-là qu'elles allouent par ailleurs. Donc il y a deux flux, et d'un côté le fonds de dotation avec les dons intégralement reversés, et de l'autre le côté société, plateforme d'implication pour les entreprises vis-à-vis de leurs clients ou de leurs collaborateurs. Tu as un rôle hyper opérationnel chez Capitaine Cause ? Pas tant que ça, c'est-à-dire que là justement l'équipe alors on est une petite quinzaine, donc c'est encore une petite équipe, mais toutes les fonctions opérationnelles sont bien remplies. Moi je vais avoir un rôle plutôt de réflexion sur le produit, sur la stratégie, sur aussi réussir à faire en sorte que le concept soit connu ou ouvrir des portes, un petit peu auprès de différents comptes. Alors moi j'ai plutôt 20 ans de métier dans l'entrepreneuriat, donc je connais pas mal de gens, donc je peux aider la petite société à se faire connaître un peu plus vite. Donc ça beaucoup. J'aide aussi dans la structuration, on va dire administrative ou ressources humaines, et aussi financement. C'est pas très opérationnel, mais c'est par contre très stratégique, et c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée à apporter. L'équipe est extrêmement jeune, donc ils ont tous entre 24 et 32 ans. Donc moi j'ai un petit peu plus que 32 ans, donc voilà, j'apprends des mots tous les jours. C'est passionnant. Bon, Frédéric, merci beaucoup pour cet échange, pour la qualité de tes propos. Merci de nous avoir balayé un peu toutes tes activités. On est bientôt à 50 minutes d'enregistrement. On avait dit qu'on ferait un peu moins. On a débordé. Merci pour plaisir. tout. Merci à vous tous, auditeurs, pour la fidélité et les messages d'encouragement que vous ne manquez pas de m'envoyer. Merci à Comexposium avec le One-to-One Retail e-commerce à Monaco et le One-to-One Expérience Client à Biarritz pour le soutien apporté à cet épisode. Frédéric, si jamais on veut rentrer en contact avec toi, LinkedIn, c'est le meilleur endroit. Comment on fait ? Ouais, LinkedIn, ouais. Ça va être le mieux d'interagir par là. Très bien. Merci encore. À bientôt, Frédéric. Merci, à bientôt.